Elle m'a dit avec un sourire qu'il valait mieux qu'on reste simplement amis, mais quand elle a découvert qu'une autre personne prendrait sa place pour le voyage que nous avions prévu, son idée de l'amitié a radicalement changé, et le sourire a disparu. 3 ans de ma vie à financer ses rêves. Et au final, le seul investissement qui m'a vraiment rapporté, c'est celui de m'être débarrassé d'elle. Je m'appelle Ian. J'ai rencontré Abba pendant le dernier semestre de mon master. Je terminais mes études en génie civil à Holmes Hopkins, et elle étudiait le design d'intérieur, rêvant d'ouvrir son propre cabinet. Dès le début, j'ai été captivé par son énergie créative, son ambition de transformer des espaces ordinaires en véritables œuvres d'art. Elle était magnétique. Nous avons commencé à sortir ensemble peu après que j'ai décroché mon premier emploi dans un cabinet d'ingénierie à Baltimore, tandis qu'elle se lançait dans l'incertain monde du travail en freelance. Très vite, sans même qu'on s'en rende compte, je suis devenu le soutien financier de notre relation. Ses revenus étaient imprévisibles. Certains mois, elle gagnait bien grâce à un projet résidentiel, et d'autres, elle peinait à payer ses dépenses de base, courant d'un événement de réseautage à un autre à la recherche d'opportunités qui, souvent, ne se concrétisaient jamais. Cela ne me dérangeait pas de payer la plus grande partie des dépenses. Nous avions loué ensemble un appartement au centre de Baltimore. 6 mois après le début de notre relation, le loyer mensuel était de $2800. Entre les factures de services publics, environ $300, et les courses, $600, car elle insistait pour ne consommer que des produits bio et commandait souvent à manger quand elle se disait surchargée de travail, mes contributions atteignaient facilement $3200 par mois. Dans les bons mois, sa part ne dépassait pas 8 cents. Mais cela ne me posait pas de problème, car je croyais sincèrement que nous construisions un avenir ensemble. Elle parlait avec enthousiasme de l'entreprise qu'elle allait fonder, des clients prestigieux qu'elle aurait, de la maison que nous achèterions, et même du mariage que nous planifierions un jour. Et moi, je la croyais. Je voyais en elle du talent et de la détermination, des qualités qui, à mes yeux, ne pouvaient que la mener au succès. Abba se consacrait à son travail avec une intensité admirable, elle assistait à des conférences de design dans de grandes villes, suivait des formations spécialisées en architecture durable, tissait des liens avec des entrepreneurs et des promoteurs. Rien de tout cela n'était bon marché, mais elle m'assurait que chaque dépense était un investissement nécessaire pour se positionner dans un marché compétitif. Quand elle avait besoin de $1500 pour un congrès de 3 jours à Chicago, ou de $800 pour un cours sur les matériaux écologiques, je faisais simplement le virement. J'avais confiance en son instinct et dans la vision que je croyais être la nôtre. Sans m'en rendre compte, j'ai fini par financer non seulement la carrière d'Abba, mais aussi le style de vie qu'elle jugeait essentiel pour attirer des clients, vêtements de luxe, dîner dans des restaurants branchés, abonnement à des salles de sport exclusives. Je justifiais chaque dépense en me disant que tout cela faisait partie d'un projet commun. Le soir, pendant qu'elle travaillait sur le canapé, son ordinateur sur les genoux et des échantillons de tissus éparpillés tout autour, je la regardais, convaincu que mon soutien était un investissement, pas un sacrifice unilatéral. Elle avait une manière bien à elle de me faire sentir indispensable. Elle disait que ma stabilité lui donnait la liberté d'oser et de grandir sans peur. « Tu es ma base », murmurait-elle les dimanches matins, alors que nous planifions la semaine. « Je ne pourrais rien faire de tout ça sans toi. » Et je la croyais, sincèrement. Pendant 3 ans, j'ai assumé ce rôle avec fierté. Tandis qu'elle rêvait d'élargir son entreprise, je regardais déjà des bagues de fiançailles et calculais combien nous pourrions investir dans une maison dès que ses revenus se stabiliseraient. Notre grand rêve commun était une croisière en Méditerranée. Nous en avions parlé d'innombrables fois depuis l'université, parcourir ensemble les côtes italiennes et grecques, marcher dans des villes anciennes, vivre quelque chose qui symboliserait la récompense de tout ce que nous avions construit. Quand Abba a décroché un contrat important pour concevoir l'intérieur d'un nouvel hôtel-boutique à Arburiste, j'ai su que c'était le moment parfait. Sans rien lui dire, j'ai versé un acompte non remboursable de 5 cents pour réserver exactement la croisière que nous avions tant regardée ensemble sur Internet. J'imaginais sa réaction lorsque je lui remettrais les documents pour notre 3e anniversaire. Dans ma tête, je voyais la scène, elle, émue, me serrant dans ses bras, convaincue tout comme moi que nous étions prêts à franchir l'étape suivante. Mais peu après avoir fait la réservation, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas du jour au lendemain, mais avec le recul, les signes étaient là. Abba rentrait de plus en plus tard à la maison, prétextant des dîners avec des clients et des réunions de réseautage. Elle laissait désormais son téléphone face contre table dès qu'elle entrait dans la chambre, et sortait sur le balcon pour répondre à des appels qui, selon elle,
concernaient des projets confidentiels. Moi, totalement confiant, je pensais que tout cela faisait partie de son évolution professionnelle. Je croyais qu'elle élargissait simplement son réseau, et que c'était positif pour son avenir. Je n'aurais jamais imaginé que cette période marquerait silencieusement le début de la rupture qui allait venir. La transformation a commencé de manière subtile, presque imperceptible comme une brise légère qui, au début, passe inaperçue, mais qui, avec le temps, devient un vent constant, poussant tout sur son passage. Au début, ce n'était que de petits détails, des publications sur les réseaux sociaux qui n'avaient plus rien à voir avec son travail de designer, mais avec des phrases sur la liberté, l'intensité, l'authenticité et cette idée romantique de vivre le moment présent, une idée qu'elle ne mentionnait presque jamais avant. Ce qui était autrefois des photos d'intérieur soigneusement conçues ou de clients satisfaits s'est peu à peu mêlé à des images de nouveaux bars, d'expositions d'art dans des endroits que je ne connaissais même pas, et de soirées dans des lieux qui ne faisaient pas partie de notre routine. Chaque publication était accompagnée d'une phrase que je ne reconnaissais pas. La vie commence hors de ta zone de confort. Si tu ne prends pas de risques, tu ne grandis pas. La routine est l'ennemi de la passion. Quand je lui demandais à propos de ces événements, Abba avait toujours une réponse prête. Parfois, elle disait que c'était des obligations professionnelles, d'autres fois, qu'elle y allait avec son groupe de designers pour rencontrer des gens créatifs. Au début, je la croyais. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et jusque-là, la confiance avait toujours été la base solide de notre relation. Mais cette base a commencé à se fissurer lorsque le nom de Logan a commencé à apparaître dans nos conversations, comme une ombre qui grandissait un peu plus chaque jour. Logan était photographe. D'après elle, il travaillait avec des designers pour documenter leurs projets et possédait une énergie différente. Elle parlait de lui avec un enthousiasme qu'elle ne montrait plus envers moi. Elle racontait qu'il revenait du Costa Rica après avoir photographié un mariage, qu'il voyageait à moto à travers les montagnes Blue Ridge avec son appareil photo autour du cou, qu'il avait une vision artistique sauvage et libre qui l'inspirait. Logan dit que la créativité a besoin de mouvements constants, m'a-t-elle dit un soir, en posant son sac sur la table, de retour d'une inauguration à laquelle je n'avais même pas été invité. Il pense que la routine est un poison qui tue l'inspiration. Cette phrase m'a transpercé comme une aiguille non pas à cause de son contenu, mais à cause de la façon dont elle l'a dite. Il y avait de l'admiration dans son regard, une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps, comme si elle avait découvert une nouvelle langue et que j'étais resté muet. En même temps, notre intimité s'est peu à peu éteinte, comme une flamme qui meurt sans qu'on s'en aperçoive. Chaque fois que j'essayais de créer un moment à deux, elle trouvait une excuse, elle était fatiguée, stressée, trop concentrée sur sa carrière. Ce qui était autrefois de longues conversations sur l'achat d'une maison, les voyages et la famille est devenu une simple suite d'échanges pratiques. À quelle heure tu rentres? Quel jour t'es libre? Je ne peux pas ce week-end. Quand j'ai essayé de raviver notre lien en proposant de petits voyages, de nouveaux restaurants ou simplement du temps ensemble, elle m'a répondu que sa carrière entrait dans une phase décisive et qu'elle ne pouvait pas se permettre de pauses inutiles. Pourtant, elle trouvait toujours du temps pour des dîners, des expositions et des événements étrangement, toujours sans moi. La distance émotionnelle est devenue impossible à ignorer. Je me sentais comme un invité dans l'histoire qui, autrefois, était la mienne. La même femme qui parlait autrefois de stabilité et d'avenir à deux admirait désormais des gens qui vivaient des vies chaotiques, mais pleines d'émotions. Peut-être qu'on s'est trop installé dans le confort, a-t-elle dit un soir, pendant le dîner, dans notre restaurant habituel. Elle regardait son téléphone avec attention, faisant défiler les photos d'un nouveau voyage de Logan. Parfois, j'ai l'impression qu'on passe à côté de choses qui pourraient tout changer. J'ai essayé d'être compréhensif. J'ai proposé qu'on fasse quelque chose de différent, qu'on redonne du mouvement à notre relation. Mais chacune de mes propositions paraissait fade à côté du monde coloré qu'elle imaginait. Pendant que je parlais d'un week-end à deux, elle rêvait de vols pour l'Europe, de séances créatives à l'autre bout du pays et de dîners entourés de gens qui vivaient sans plan. Ce que je ne voyais pas à l'époque, même si aujourd'hui c'est évident, c'est qu'Abba n'était déjà plus avec moi émotionnellement. Elle restait à la maison par confort, pour la stabilité financière, le foyer organisé, le plan de vie sûr que je représentais. Mais, dans son esprit, elle voyageait déjà avec Logan et avec tout ce qu'il symbolisait pour elle. La rupture est arrivée un mardi. Ce n'était pas une dispute, ni un élan émotionnel. C'était une scène parfaitement calculée. Nous étions allés chez Amor, notre restaurant italien préféré, le même où nous avions célébré nos anniversaires, nos réussites, et où, naïvement,
je comptais lui remettre les documents de la croisière que j'avais réservés en secret. J'avais tout préparé dans les moindres détails, la même table que d'habitude, le coin chaleureux qu'elle adorait, du vin blanc, son préféré, et une petite pochette contenant l'itinéraire du voyage. Abba est arrivée pile à l'heure, vêtue d'un de ces ensembles élégants qu'elle portait lorsqu'elle voulait impressionner. Mais quelque chose, dans son attitude, m'a fait comprendre immédiatement que cette soirée ne serait pas comme les autres. Elle évitait de me regarder directement. Elle faisait tourner son verre de vin entre ses doigts, comme si elle cherchait des mots qu'elle n'arrivait pas à trouver. « Yin, il faut qu'on parle de nous deux, » dit-elle enfin, interrompant mon récit sur un nouveau projet au travail. J'ai senti un vide dans mon estomac avant même d'entendre la suite. J'y ai beaucoup réfléchi, continua-t-elle. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on reste simplement amis. On a évolué dans des directions différentes, et on ne veut plus les mêmes choses. La manière dont elle a prononcé ces mots m'a désarmé. Il n'y avait ni larmes, ni colère, ni même de tristesse, seulement une froideur glaciale. 3 années résumées en une seule phrase, je pense qu'on serait mieux comme amis. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Ai-je demandé, sans reconnaître ma propre voix. On a passé des mois à planifier notre avenir. C'est alors qu'elle m'a tout raconté. Depuis 2 mois, elle entretenait une relation émotionnelle avec Logan. Les dîners professionnels étaient en réalité des soirées avec lui. Ce que je croyais être des obligations de travail étaient en fait des moments de connexion avec un autre homme. Logan comprend ma vision artistique d'une façon que toi, tu n'as jamais su faire, dit-elle, avec une émotion que je n'avais pas vue sur son visage depuis longtemps. Il est spontané, il vit intensément. Avec toi, tout est si structuré, si prévisible. Je la regardais, essayant de reconnaître dans son visage la femme avec qui j'avais partagé tant de projets. Donc, pendant que je construisais une vie avec toi, tu te donnais déjà, émotionnellement, à un autre homme, ai-je répondu, la gorge serrée. Je n'appellerai pas ça une trahison, répliqua-t-elle, sans la moindre trace de remords. On s'est simplement connecté d'une manière qui m'a fait comprendre ce qui nous manquait. Tu es un homme bien, Yin, mais tu n'es pas l'homme dont j'ai besoin à cette étape de ma vie. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle a ajouté la phrase qui a anéanti le peu de respect qu'il me restait pour elle. On pourrait quand même faire la croisière ensemble. Je sais que tu as déjà versé la compte. Ce serait dommage de gâcher un si beau voyage juste parce qu'on redéfinit notre relation. Logan pense que voyager peut nous aider à guérir nos blessures. La façon dont elle a prononcé « redéfinir » m'a dégoûté. Pour elle, ce n'était même pas une rupture. Juste un changement de statut, de partenaire à sponsor occasionnel de ses aventures. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'avais toujours refusé de voir. Pour Abba, je n'avais jamais été un compagnon à part entière, mais une source de stabilité financière, quelqu'un qui devait se sentir chanceux d'avoir son attention pendant qu'il finançait le style de vie qu'elle aimait tant. Tu veux vraiment que je t'emmène en croisière romantique après m'avoir dit que tu étais amoureuse d'un autre homme ? Ai-je demandé, incapable de croire à un tel culot. Avec un ton faussement calme et presque manipulateur, elle a répondu. Ce n'est pas obligé d'être romantique. On peut simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre, célébrer les bons souvenirs. Tu as toujours été mon meilleur ami, avant tout. Sa capacité à ignorer complètement le mal qu'elle me faisait était stupéfiante. Pendant qu'elle parlait, elle buvait son vin tranquillement, me racontant comment elle était tombée amoureuse d'un autre homme et avait encore l'audace de suggérer que je paie des vacances où elle passerait probablement son temps à envoyer des messages à son nouvel amant, allongé sur une chaise longue payée avec mon argent. J'ai respiré profondément, gardant ma voix posée malgré la colère qui bouillonnait en moi. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dis-je calmement. Tu me trompes émotionnellement depuis des mois. Tu mets fin à notre relation de 3 ans pour un photographe qui, selon toi, incarne tout ce que je ne suis pas. Et tu t'attends à ce que je récompense cette trahison en te payant la croisière de nos rêves ? L'expression de surprise sur son visage était presque comique, comme si elle croyait vraiment que j'allais accepter tout cela avec reconnaissance. Yin, tu dramatises, dit-elle avec un air de supériorité. Les relations évoluent, et parfois les gens se rendent compte qu'ils sont mieux comme amis. On n'a pas besoin de jeter tout ce qu'on a construit de beau. Le niveau d'auto-indulgence qu'elle affichait m'a laissé sans voix. Elle avait détruit lentement tout ce que nous avions, tout en profitant de la sécurité financière que je lui offrais, et malgré tout, elle voulait continuer à en tirer profit, sans loyauté ni engagement. Je l'ai regardée longuement. La femme qui avait partagé mon lit et mes rêves pendant 3 ans n'existait plus.
Devant moi se tenait une parfaite étrangère, quelqu'un qui m'avait utilisé comme filet de sécurité tout en cherchant ailleurs des émotions plus fortes. « Tu sais quoi, Abba ? Tu as raison, ai-je répondu avec une sérénité qui l'a clairement déstabilisé. On est effectivement mieux comme amis. En fait, tu viens de me sauver du plus grand erreur de ma vie. Son sourire confiant a vacillé pour la première fois. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, une scène dramatique, pas à ce calme glacé. J'ai sorti mon portefeuille, laissé assez d'argent pour payer nos 2 repas et un pourboire généreux. Je me suis levé et j'ai dit. Profite bien de ta nouvelle aventure avec Logan. J'espère qu'il sera tout ce que tu crois que je ne suis pas. Je suis sorti de ce restaurant avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si on avait ouvert la porte d'une prison invisible dans laquelle j'étais enfermé sans même le savoir. Au lieu de rentrer à l'appartement que nous partagions, j'ai conduit directement jusqu'à chez mon collègue Derek et je lui ai demandé si je pouvais dormir sur son canapé quelques jours, le temps d'organiser mes affaires. Cette même nuit, pendant qu'Abba célébrait probablement sa « liberté » avec Logan, je suis retourné à l'appartement, j'ai emballé seulement l'essentiel et je suis parti sans faire de scène. J'ai laissé un mot simple sur le comptoir de la cuisine. Je respecte ta décision. Le bail est à ton nom, donc l'appartement est à toi. Je paierai ma part des charges jusqu'à la fin du mois. Pas de confrontation, pas de drame. Juste une fin propre, rationnelle, comme j'avais toujours géré les choses entre nous. J'ai pris une semaine de congé, chose que je faisais rarement, et je l'ai consacrée à me reconnecter avec moi-même, loin du poids d'être le soutien financier et émotionnel de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à calculer de budget pour couvrir des dépenses qui n'étaient pas les miennes, ni à m'inquiéter pour les achats impulsifs d'une autre personne. Le soulagement fut immense, presque libérateur. Je suis retourné à la salle d'escalade, une passion que j'avais abandonnée parce qu'Abba se plaignait que mes week-ends, actifs, dérangeaient ses événements sociaux et ses opportunités de réseautage. Ressentir à nouveau l'effort physique, relever des voies difficiles, me concentrer sur chaque mouvement, tout cela m'a rendu une vitalité que j'avais perdue depuis trop longtemps. J'ai aussi ressorti mon vieil appareil photo du placard et j'ai recommencé à explorer l'architecture et les ports de Baltimore, redécouvrant le plaisir de la photographie, une passion que j'avais mise de côté pour consacrer toute mon énergie à soutenir ses ambitions créatives, en négligeant les miennes. Pendant ces jours de reconstruction personnelle, j'ai réglé un à un les aspects pratiques de la séparation. J'ai fermé notre compte joint après lui avoir transféré sa part. J'ai retiré son nom de mon assurance auto et payé moi-même la pénalité pour résilier le bail plus tôt. Je préférais assumer le coup plutôt que d'avoir à coordonner quoi que ce soit avec quelqu'un avec qui je n'avais plus aucun lien émotionnel. Mais le plus libérateur, c'était de couper tout contact. J'ai bloqué son numéro, supprimé ses profils de mes réseaux sociaux et demandé à nos amis communs de ne rien me dire sur sa vie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'autoprotection. Elle avait clairement montré que j'étais remplaçable. C'était à mon tour de prouver que ma paix ne dépendait plus de sa présence. Peu après, j'ai assisté à une conférence d'ingénierie au centre-ville. C'est là que j'ai rencontré Sophie, une architecte paysagiste travaillant dans une entreprise qui collaborait souvent avec des ingénieurs civils sur des projets municipaux. Elle était brillante, pleine d'humour et, surtout, transparente, rien à voir avec la manipulation émotionnelle et la dépendance financière qui avaient marqué ma relation précédente. Ce qui a commencé comme une simple conversation sur l'aménagement urbain durable est devenu, naturellement, de petites escapades de week-end dans les parcs d'État du Maryland, où nous partagions des discussions profondes et un enthousiasme sincère pour nos passions communes. C'est dans cet environnement, loin de l'ombre d'Abba, que j'ai redécouvert non seulement ce que je méritais, mais aussi qui j'étais quand je ne portais plus le poids de quelqu'un d'autre. Sophie appréciait des aspects de ma personnalité que d'autres auraient pu critiquer ou tourner en dérision. Pour elle, ma manière logique de penser, mon obsession pour la planification et ma constance n'étaient pas des défauts à corriger, c'étaient des vertus. Elle donnait structure et sécurité à la vie. Elle me voyait comme quelqu'un de stable, de fiable, quelqu'un sur qui l'on peut compter sans craindre que tout s'effondre du jour au lendemain. Abba, de son côté, aveuglé par le charme de l'aventure, avait choisi de miser sur ce qu'elle croyait être la passion, la liberté et l'intensité sans limite, Logan. Il représentait tout ce que je n'étais pas et, dans sa tête, c'était exactement ce dont elle pensait avoir besoin pour se sentir vivante. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que cet enthousiasme initial s'évaporerait presque aussi vite que la rosée du matin, dès que la réalité s'imposerait. Elle a vite découvert qu'être avec Logan n'était pas une aventure romantique sans fin,
mais une relation réelle, avec ses responsabilités, son soutien mutuel et la cohérence qu'elle fuyait. Sa fantaisie a commencé à s'effondrer. Logan n'avait jamais eu l'intention d'entretenir qui que ce soit financièrement. Sa vie bohème de photographe indépendant semblait séduisante en théorie, mais elle était loin d'être stable. Pour lui, partager un repas improvisé après une séance photo ou partir en voyage avec un budget serré était excitant. Pour Abba, cela est rapidement devenu insoutenable. Elle s'était trop habituée au confort d'avoir quelqu'un, moi, qui, sans qu'elle ait besoin de le demander, prenait en charge la majorité de ses dépenses et lui offrait un style de vie auquel elle n'aurait jamais eu accès seule. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'éclat que Abba voyait chez Logan commence à s'éteindre. À peine 6 semaines après avoir officialisé leur relation, il a commencé à s'éloigner petit à petit des messages plus rares, des plans annulés, des promesses creuses. Cette intensité qu'Abba avait prise pour de l'amour véritable s'est dissipée, la laissant dans un état constant d'anxiété, tentant désespérément de rallumer une flamme qui n'existait plus. Ironie du sort, elle avait détruit ce qui était stable et durable avec moi pour courir après une illusion éphémère. Et comme si la vie avait décidé de lui présenter la facture complète, sa carrière a commencé à s'effondrer elle aussi. Le profil professionnel d'Abba, autrefois synonyme de raffinement, s'est peu à peu détérioré à mesure qu'elle publiait des messages impulsifs. Au lieu de ne montrer que des projets élégants, ces réseaux se sont remplis de déversements émotionnels et de pics sur « les hommes qui ne comprennent pas les âmes sensibles », entrecoupés de critiques générales sur la masculinité. Ces crises se mêlaient à des photos de meubles luxueux et d'intérieurs sophistiqués, créant une image contradictoire et peu professionnelle. Les clients, qui la considéraient auparavant comme une designer talentueuse et fiable, ont commencé à douter d'elle. Après tout, personne ne veut confier la rénovation de sa maison à quelqu'un qui affiche publiquement son instabilité émotionnelle. Et c'est à cette époque qu'Abba a commis l'une des erreurs les plus coûteuses de sa vie. Elle a quitté son poste administratif dans un cabinet d'architecture dès que Logan lui a promis qu'ils voyageraient ensemble, qu'ils créeraient un projet artistique commun et qu'elle pourrait se consacrer uniquement à la création. Rien de tout cela n'est jamais arrivé. La réalité financière l'a frappée de plein fouet. Logan n'avait pas les moyens de la soutenir, et ses revenus de freelance se sont évaporés à mesure que sa réputation déclinait. Même son cercle d'amis s'est éloigné, personne ne veut être celui qui écoute, chaque week-end, les mêmes lamentations répétées sous d'autres mots. Pourquoi il ne m'appelle plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il ne veut plus me voir? 2 mois après notre rupture, quand sa fantaisie ne tenait plus debout, les signaux numériques ont commencé à apparaître. D'abord, des likes sur mes vieilles photos, des vues instantanées de mes stories, de petits gestes masqués sous le hasard. Puis, quand elle a compris que je ne réagissais pas, elle est passée à l'étape suivante, les messages directs. Certains pleins d'excuses dramatiques, d'autres déguisés en confidences émotionnelles. Je sais que je t'ai blessé, mais on a partagé quelque chose de vrai pendant 3 ans. M'a-t-elle écrit un soir, en utilisant le compte d'un ami commun, après que je l'ai bloqué partout. Tu ne peux pas faire comme si ça ne comptait pas. Je traverse une période très difficile et j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. À ce moment-là, je savais déjà que sa situation financière était catastrophique. Logan ne lui avait jamais promis de la soutenir, et elle avait bâti cette relation sur une illusion. Sans revenu stable, avec des clients qui fuyaient et sans la moindre bouée de secours, elle sombrait peu à peu dans le désespoir. Et ce désespoir n'a fait que grandir lorsqu'elle a découvert, avec ses propres méthodes de surveillance sur les réseaux, que je sortais avec Sophie. Ce fut l'étincelle qui déclencha sa croisade la plus acharnée, une offensive émotionnelle pour tenter de récupérer ce qu'elle croyait encore être à elle. Elle a recommencé à m'écrire plus souvent, à créer de faux comptes pour espionner mes publications, et à tenter d'utiliser des amis communs comme intermédiaires jusqu'à ce qu'enfin, un jeudi matin, elle dépasse toutes les limites. Elle s'est présentée à l'improviste à la réception du bâtiment de la société d'ingénierie où je travaillais, en plein centre de Baltimore. D'une manière ou d'une autre, je ne sais toujours pas comment, elle a réussi à convaincre le gardien qu'elle était ma fiancée, venue m'apporter le déjeuner que j'avais oublié. La réceptionniste m'a appelé, visiblement mal à l'aise, pour me dire qu'une femme agitée insistait pour me voir d'urgence. Quand je suis descendu, j'ai trouvé Abba faisant les 100 pas sur le sol en marbre du hall. Son regard était vide, ses vêtements froissés, son maquillage bavé, son téléphone tremblant dans la main. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est précipitée vers moi, comme si elle s'accrochait à sa dernière chance de sauver quelque chose. « Bien, Dieu merci, dit-elle d'une voix tremblante. Ça fait des semaines que j'essaie de te parler.
Il faut qu'on discute, de nous, de tout ce qui s'est passé. Je suis resté calme et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que plusieurs collègues observaient la scène, près des ascenseurs. Il n'y a plus de « nous », Abba, ai-je répondu fermement. Tu l'as toi-même décidé le jour où tu as choisi Logan. Son visage s'est effondré. Elle a commencé à balbutier des justifications, que Logan était manipulateur, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, qu'il s'était servi d'elle quelques semaines avant de disparaître dès que les vrais problèmes ont commencé. Toi, tu n'aurais jamais fait ça, sanglotait-elle. Tu voulais quelque chose de durable, de réel. C'était presque grotesque de l'entendre se plaindre d'avoir été utilisé, alors que c'est exactement ce qu'elle m'avait fait. Je n'ai pas eu besoin de le dire à voix haute. Ce n'était pas nécessaire. Mon silence a suffi. J'avais clairement fait comprendre que ce qu'elle avait vécu avec Logan ne me concernait plus et je lui ai demandé de partir avant que j'appelle la sécurité. C'est alors que tout son désespoir s'est transformé en fureur. Elle a crié si fort que tout le hall s'est figé. « Tu me dois cette croisière !» a-t-elle hurlé. « J'ai investi 3 ans de ma vie à construire un avenir avec toi. Tu ne peux pas simplement me laisser comme ça pour une erreur. » Elle ne criait pas par amour, elle criait parce qu'elle comprenait enfin qu'elle avait perdu sa source de stabilité. La sécurité, le confort, tout ce qu'elle croyait acquis. Son ton n'était pas celui d'une femme repentante, mais celui de quelqu'un convaincu d'avoir droit à continuer de profiter de ce que j'avais construit avec effort. À cet instant, il est devenu évident pour tout le monde dans le hall qu'elle ne cherchait pas une réconciliation. Elle voulait seulement retrouver l'accès au confort que je lui avais offert pendant des années. Je n'oublierai jamais le ton désespéré avec lequel elle a crié. « Je mérite ces vacances plus que n'importe quel inconnu que tu connais à peine. » Les agents de sécurité s'approchaient déjà quand Abba tenta un dernier geste pour récupérer ce qu'elle avait perdu depuis longtemps. « Sophie, c'est juste une phase de transition, dit-elle, entre larmes et colère. Tu fais une erreur en choisissant une étrangère plutôt que notre histoire si profonde. Elle ne te connaît pas comme moi. » Hurla-t-elle encore, pendant que les agents la raccompagnaient fermement, mais sans brutalité, vers la sortie. « Tu vas le regretter, quand tu comprendras ce que tu es en train de jeter pour une femme qui ne comprend rien à ce qu'on a construit. » Plusieurs personnes ont assisté à la scène, ma chef de projet, 2 clients qui attendaient une réunion et plusieurs collègues. Ce spectacle public a révélé au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient déjà, la manipulation et le sentiment de droit exagéré qu'Abba portait en elle depuis longtemps. Pour moi, c'était un moment de revendication. Ceux qui avaient douté de ma version des faits ont vu, de leurs propres yeux, que je n'exagérais pas. Elle vivait dans un monde entièrement déformé par son propre égoïsme. L'histoire s'est vite répandue dans notre cercle social. Les gens qui autrefois lui laissaient le bénéfice du doute ont enfin compris pourquoi je maintenais une politique stricte de zéro contact. Sa tentative de réconciliation n'était plus perçue comme un geste romantique, mais comme quelque chose de pathétique. Mon collègue Derek, celui qui avait déjà vu une partie de son comportement manipulateur, n'a pas pu s'empêcher de rire quand on a bu quelques bières ce week-end-là. « Elle croyait vraiment qu'elle pouvait revenir dans ta vie comme si de rien n'était, dit-il en riant. Comme si tu l'attendais patiemment qu'elle termine sa petite aventure avec le photographe. » Ce qu'Abba ne comprenait pas, c'est que sa grande scène publique n'avait eu aucun des effets qu'elle espérait. Au contraire, elle avait seulement confirmé que mettre fin à cette relation avait été l'une des meilleures décisions de ma vie. Quand j'ai raconté l'incident à Sophie, elle n'a pas réagi avec jalousie ni insécurité. Sa première préoccupation fut de savoir si l'épisode avait affecté mon travail. Elle semble être quelqu'un d'incapable d'assumer les conséquences de ses propres choix, a-t-elle commenté, avec un calme rationnel qui m'a encore plus impressionné. Heureusement que tu t'en es rendu compte avant que les choses deviennent sérieuses entre vous. 3 mois après cet épisode au bureau, Sophie et moi étions debout dans le terminal des croisières de Baltimore, valises prêtes et cœur léger, remplis d'attente et d'excitation. La croisière en Méditerranée, celle que j'avais initialement prévue pour une relation qui ne la méritait pas, allait enfin devenir une expérience partagée avec quelqu'un qui en était digne. Sophie a insisté pour partager tous les frais supplémentaires, excursions, dîners spéciaux, activités. Cette attitude d'équilibre et de partenariat contrastait violemment avec la façon dont Abba avait toujours perçu notre relation, me voyant comme une source intarissable de soutien financier et émotionnel. Pendant que nous faisions enregistrer nos bagages, j'ai entendu derrière moi une voix familière, aiguë, désespérée, chargée d'une hystérie contenue. « Ian, attends, s'il te plaît. » En me retournant, j'ai vu Abba se frayer un chemin à travers la foule.
Son apparence m'a choqué, elle avait beaucoup maigri, ses vêtements pendaient sur elle, ses cheveux étaient en désordre, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé des semaines à chercher les horaires des croisières et à espionner nos publications sur les réseaux jusqu'à trouver un moyen de nous intercepter avant l'embarquement. Je ne peux pas croire que tu vas vraiment faire ça, dit-elle, haletante après avoir couru depuis le parking. Tu vas l'emmener dans les endroits qu'on rêvait de visiter ensemble. Ses yeux brillaient d'un mélange dangereux de désespoir et de colère qui fit reculer plusieurs passagers. Sophie, à mes côtés, resta parfaitement calme, observant la scène avec le regard d'une analyste qui étudie un comportement dysfonctionnel. J'ai pris une grande inspiration et parlé avec le ton que j'utilise quand un client exige l'impossible. Ce n'est pas ta croisière, Abba. Tu as mis fin à notre relation. C'est toi qui as choisi Logan à la place de la vie qu'on construisait. C'est alors qu'elle s'est effondrée et a commencé un discours frénétique. Elle disait que Logan avait été abusif et contrôlant, qu'il l'avait isolée et rendue dépendante. En pleurant, elle affirmait que j'avais été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée et que je devais lui donner une seconde chance, pour nos 3 années passées ensemble. Tu ne m'aurais jamais traité comme lui. Tu as toujours voulu construire quelque chose de réel avec moi. L'ironie, c'est que tout ce qu'elle reprochait à Logan, c'était exactement ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait utilisé comme soutien financier pendant qu'elle investissait ses émotions ailleurs. Mais discuter avec quelqu'un aussi enfermé dans sa propre version de l'histoire aurait été cruel et totalement inutile. Je suis désolé pour ce que Logan t'a fait, ai-je répondu sincèrement. Mais notre histoire s'est terminée la nuit où tu l'as choisi. Sophie et moi construisons quelque chose de nouveau. Tu dois respecter ça. C'est comme si ses dernières défenses venaient de s'effondrer. Ce qui a suivi, c'était une crise totale attirant l'attention de dizaines de passagers et d'agents portuaires. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Hurla-t-elle, sa voix résonnant dans tout le terminal. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Tu me dois plus que ça. Les agents de sécurité sont revenus, s'approchant rapidement, tandis que Sophie et moi marchions main dans la main vers la file d'embarquement. Je ne me suis pas retourné, non pas par indifférence, mais parce que, vraiment, ce chapitre était clos. Quand nous avons passé le contrôle et monté à bord du navire, un calme profond m'a enveloppé. Ce n'était pas le calme du doute, ni celui de la culpabilité, c'était la paix authentique, celle qu'on ressent quand on sait qu'on a pris la bonne décision. Sophie a posé sa tête sur mon épaule tandis que le bateau se préparait à lever l'ancre. Dehors, le brouhaha du port s'éloignait, tout comme une histoire qui n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas ressenti le poids de regarder en arrière. Seulement le désir sincère d'aller de l'avant. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'ironie du destin. 3 ans à financer le rêve d'une femme qui disait chercher la liberté, pour finir prisonnière d'un photographe fauché. Comme quoi, la passion ne paie pas les factures, mais elle peut au moins offrir une bonne leçon de réalisme. Et pendant qu'Abba redécouvre le charme des nouilles instantanées, Yin savoure un cocktail sur le pont d'un navire payé, cette fois, par 2 adultes responsables. Bravo, Abba. Tu voulais vivre intensément, mission accomplie.